Salam alaikum Azul, bonsoir. À un certain moment, j'avoue que j'ai trouvé un peu exagéré ce titre de l'article du Figaro, l'Algérie, le pays le plus étrange du monde. Mais le très peu qui filtre sur ce qui se passe réellement au cœur du régime et dans tout le pays, au cours de ces derniers jours seulement, a fini par me convaincre que ce n'était pas aussi exagéré que cela, de le dire. Le pays le plus étrange du monde. Oui, nous sommes vraiment très étranges en effet, parce que de quelque côté nous nous tournions, pour tout ce qui concerne notre pays, force est d'admettre que la normalité aujourd'hui, telle que perçue par le simple bon sens commun, est que tout soit anormal, que tout aille de travers, que la turpitude triomphante, la turpitude systémique, ne craint plus de trôner à tous les sommets de l'État, dans toutes ses pseudo-institutions et dans les moindres plis de ses officines, au point où quiconque s'avise de rester intègre aujourd'hui se voit vite renvoyé à ses foyers, sinon plus. Au point où l'hypocrisie se soit banalisée jusqu'à devenir un art de vivre, au point où les supposés tribuns des soi-disant plus grands partis politiques se répandent en pitreries, au point où des tartuffes se servent de la religion de la même manière que les révolutionnaires historiques autoproclamés Zama s'accaparent tout le pays au nom d'une légitimité révolutionnaire dont ils disent qu'ils en sont la crème et la flamme éternelle. Et tout ça, et encore plus, et encore pire, baigne dans la plus totale indifférence. Indifférence à tout, au pire scandale, au plus violent dépassement, à l'assassinat laborieux de toute une nation, après en avoir extirpé jusqu'à la mémoire, jusqu'à la dignité, jusqu'à la justice, le sens de la justice. Pour n'y laisser émerger pour n'y laisser émerger, croître et se répandre que les pires pratiques qui puissent s'imaginer et qui pourtant ne choquent plus personne. Plus rien ne révolte, ni n'interpelle. Les gens semblent être entrés dans une sorte d'ouate où ils calfeutrent leur bonne conscience, où ils s'engourdissent de faux prétextes et de jouissances qui brillent de tout leur toc. En apparence, c'est une vraie démission collective de presque tous les Algériens, pour tout ce qui les concerne. Les seuls qui occupent un tant soit peu le terrain, aidés en cela par une presse mercenaire, sont les relais et les périphéries du régime, RND, FLN, Ammarghoul, etc., qui n'en finissent pas de déverser des tombereaux de mensonges, de contre-vérités. Pourtant, dans les faits, et le régime le sait très bien, les Algériens sont en train d'agir, et même, je dirais, d'agir puissamment sur les événements, avec de vraies dynamiques politiques, même si l'organisation, le discours, la vision ne se sont pas encore cristallisés. Oui, nous ne le savons peut-être pas nous-mêmes, et pourtant nous sommes en train d'agir sur les événements. Nous sommes en train de démasquer le régime, et même à le pousser à ses derniers retranchements. Et cette action très puissante et qui est en train de changer les choses s'appelle boycott des élections. Non pas abstentionnisme, boycott des élections. Les Algériens ne se sont ni révoltés, ni sortis dans la rue,
mais ils ont montré à la face du monde entier que toutes les institutions du régime, depuis la mairie jusqu'au président de la République, en passant par le Parlement et toutes les autres institutions de pure forme, le peuple a montré que tout ça n'est pas élu par le peuple, mais par la fraude et le bourrage des urnes. Et même avec ça, ils arrivent difficilement à 40%. Et quand ils y arrivent, avec le bourrage et la fraude, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « victoire, victoire ». Ils ont tous crié « victoire », les gens du RND, du FN. « Victoire, le peuple », alors qu'ils n'ont même pas eu la moitié des électeurs. Avec leur fraude et leur bourrage, parce que dans la réalité, nous savons qu'ils sont difficilement arrivés à 10 ou 15%. Cela ne suffit pas, bien sûr, pour chasser un régime aussi dur, aussi prédateur, aussi peu scrupuleux. Mais ce sont là des signes très forts d'une résistance qui balbutie pour le moment, mais qui s'organise et qui apprend en marchant. Il nous reste à trouver nos élites, à les susciter, à les suggérer, à les cristalliser. Parce que le régime, ce régime, est en fin de ressources. Parce que la situation de demain exigera que les Algériens puissent trouver des forces saines et vives et nouvelles autour desquelles ils pourront rallier leurs aspirations pour une Algérie meilleure. Mais qu'en est-il du régime, des forces qui le constituent, de ses perspectives, si tant est qu'il puisse se permettre le luxe d'en avoir par les temps qui courent? Un régime que nous n'avons pas vu muter, que nous n'avons pas vu naître. Parce que ce nouveau système politique, et c'est un nouveau système politique, celui qui gouverne l'Algérie, nous pensions qu'il était le même et qu'il s'était juste adapté à un nouveau contexte. Et pour nous en convaincre, nous nous disions que la meilleure preuve en était que l'actuel président, M. Bouteflika, était ministre au premier jour de l'indépendance. C'est les mêmes. Et pas que lui. Oui, il est vrai que, mis à part ceux qui ont trépassé, tous ceux qui étaient dans le régime naissant sont encore plus ou moins dans l'équation. Ou alors, leurs enfants, leurs protégés, leur clientèle, etc. Mais quelque chose s'est passé de totalement inouï jusque-là, inédit. Le vrai pouvoir de décision niché jusque-là au plus haut sommet de l'armée. Un certain commandement et ses alliés naturels. Et même s'il sollicitait la bénédiction de puissances étrangères avant de donner au pays l'orientation qu'il voulait, ce commandement n'en était pas moins le seul décideur, en particulier depuis le coup de force de 91 et durant toute la période de guerre contre les civils qui s'en est ensuivie. L'armée décidait de tout, jusqu'à la désignation du chef de l'État et à sa désignation à ses conditions à elle. Alors, comment expliquer que cette même armée, même si elle a été étoffée entre-temps de centaines de nouveaux généraux, ait pu accepter une telle situation? Aller jusqu'à faire sa profession de foi d'armée républicaine soucieuse de la légalité, de la légitimité, de la constitution, des institutions, etc., en faveur de quelqu'un dont elle sait très bien que c'est un grand invalide qui lui a été imposé, et dans une situation où elle trouve largement son compte. En fait, ce qui est nouveau et ce qui a bouleversé la profondeur, en profondeur, la nature et le mode de fonctionnement du système, est que celui-ci a réussi la gageure de mettre en place une horlogerie de l'accaparement du pouvoir et de son fonctionnement. Grâce à la grosse rente hydrocarbures de ces 2 dernières décennies, les forces en présence ont réussi à s'agglomérer autour d'un noyau du pouvoir où il n'y a personne, en fait, où se trouve juste un consensus de fait. Toutes les forces qui ne sont pas étanches les unes aux autres, par ailleurs, et au demeurant, ont réussi à créer entre elles un équilibre très fin, mais qui repose sur des fondements solides, un équilibre où les uns trouvaient la régularité d'une manne aussi généreuse qu'elle était constante, comme les commissions sur les contrats d'armement, par exemple. D'autres forces qui disposaient d'autres chasses gardées, comme celui de pouvoir reconduire un 4e mandat invalide intégral, et puis de gouverner en son nom et lieu. D'autres avaient table dressée à la grande zerda de l'import-import, puis de cercle en cercle,
non pas des forces, mais des relais pour faire en sorte que la logique du partage de la rente puisse aller vers le plus de catégories politiques possibles. C'est ménager des remparts naturels de gens qui se tiennent les uns aux autres par le ciment de la corruption de masse. Aujourd'hui, Algérie, démission collective ou résistance passive. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici sur le plateau Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Merci d'être avec nous. Brahim. Merci de l'invitation encore une fois et bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir, merci. Depuis Constantine au téléphone, Abdelwahab Zatri, enseignant à l'université de Constantine. Merci d'être avec nous, Abdelwahab Zatri. En Skype, s'il vous plaît. Merci. Et au téléphone, depuis Alger, Amira Bouraoui, médecin, militante pour la démocratie. Merci Amira Bouraoui d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous pour l'invitation. Merci. Brahim Younsi, alors, c'est connu en Algérie, tous les Algériens, quand ils parlent d'eux-mêmes, des autres Algériens, ils disent « Hada Sha'bala ». Il accepte tout, il ne bouge pas, rien ne le fait bouger, chacun trouve son compte. Et nous nous sommes imprégnés de cet état d'esprit, de cette façon de penser sur nous-mêmes, au point où nous y croyons tous. Or, il semble que ce ne soit pas le cas, puisqu'il y a quelque chose qui est en train de changer, puisqu'à chaque élection aujourd'hui, nous avons constaté que les Algériens n'y vont plus. Rien ne les fait voter. Au point où le régime en est arrivé à frauder, à bourrer les urnes d'une façon incroyable, presque en plein jour. D'ailleurs, il y a des dizaines de vidéos qui sont en train de circuler, parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent filmer avec leur téléphone. Alors, à votre avis, Brahim Younsi, est-ce que nous sommes vraiment dans une démission collective, où la rue, où la société algérienne ne s'implique plus, ou est-ce que nous sommes dans une résistance passive, qui ne se dit pas, mais qui n'en est pas moins efficiente? Le peuple algérien, en dépit des colibés, des rachis, de la plèbe et du mépris, est en action, a toujours été en action. Il n'a jamais cessé d'être en action. Depuis Même quand il allait voter à 99%, il n'a jamais voté à 99%, 99. Jamais. Y compris à l'époque de Boumediene, la fraude, le bourrage des urnes était massif. Ce que je veux dire, c'est que depuis l'indépendance, le peuple a résisté. N'en parlons pas d'avant. Depuis l'indépendance. Oui. C'est lui qui est descendu dans la rue en 1962. Je rappelle quelques éléments récents, ou plus ou moins récents, en tout cas, qui participent de la politique contemporaine de l'Algérie. 1980, en Kabylie, le peuple est sorti. Le peuple est sorti dans une région de l'Algérie, mais il est sorti. Oui, oui. Pour revendiquer une culture, une langue, mais aussi la démocratie. Il a défié le régime, le système. Le peuple est sorti en 1982, à Alger. Des dizaines de personnes ont été arrêtées. Le peuple est sorti en 1986, pour ne pas parler Constantine. À Constantine, à Sétif, l'est du pays s'était embrasé. En 1988, c'est l'ensemble du territoire qui a bougé, singulièrement à Alger, où nous déplorons près d'un millier de morts. Le peuple est sorti en 1992, qu'on le veuille ou non. C'est une résistance, et une résistance active. Le peuple est sorti en 2001, encore une fois en Kabylie, 126 morts. Le peuple est sorti en 2011.
Ça s'est arrêté, mais le peuple est sorti pour des raisons sociales et politiques. Les chômeurs sortent quasiment quotidiennement. Ils ont été matraqués récemment à Ouargla. Les médecins sortent, ils sont actifs. Les syndicats sortent, les étudiants sortent. Mais il n'y a pas de, Bon. de synergie. Il n'y a pas de coordination. C'est du chacun pour soi dans son petit coin. Non, mais ça bouge, ça bouge. Oui. Ça bouge. Le peuple a toujours été actif. Et le peuple a toujours payé un lourd tribut. Et je le dis, pardonnez-moi de le dire ainsi, mais les élites et les partis politiques, ou ceux qui se présentent comme des partis politiques, ceux qui se présentent comme des résistants à ce système, comme les opposants au système, ont failli. Ont failli parce qu'ils ont méprisé ce peuple d'abord, et ensuite, il faut le dire, peut-être que, et certainement, pas seulement peut-être, pourquoi le peuple ne leur fait pas confiance. Parce que le peuple algérien est admirable aussi, qu'on le veuille ou non, dans la patience qui est la sienne. Mais est-ce que ce n'est pas un peu du populisme, ça? Non, ce n'est pas du tout du populisme. De la démagogie? Non, non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai rien à y gagner, personnellement. Je ne me présente à aucune élection. Parce que, Brahim Younsi, je ne demande pas les suffrages des Algériens. Le fait de dire que le peuple, sa patience, est-ce que ce n'est pas un peu aller dans le sens du poil tout, parce que nous avons populiste? vécu. Parce que nous avons vécu. Nous avons vécu, j'ai vécu des conditions difficiles, politiques et sociales. Dans les années 60, dans les années 70, j'ai vécu avec ce peuple. J'étais le peuple, si j'ose dire. Comme dirait Abbas, je suis quelque chose. Ben, on a vécu, nous sommes des enfants du peuple. Oui. Nous sommes des enfants des quartiers populaires. Nous savons la patience que les gens, la confiance qu'ils ont faite aussi dans les institutions, dans le pouvoir. Je veux dire, Brahim Younsi, c'est que c'est vrai ce que vous dites. Il n'y a rien à dire. Il y a eu des rébellions, il y a eu des révoltes, il y a eu des sursauts, il y a eu de la colère, de la protestation, de la contestation. Mais ça s'est fait de façon décousue, désunie. Est-ce parce que nous n'avons pas d'élite? Est-ce parce que le régime a fait le Sahara sur la scène politique qui ne nous permet pas de nous agglomérer autour de force et d'autres? Comment expliquez-vous cette façon d'être de façon séparée, chacun pour soi, chacun depuis sa propre région? Je n'ai pas d'explication profonde à donner à cela. Mais ceux qui s'opposent ou qui se sont opposés, il faut regarder aussi du côté de l'opposition depuis 1962. Nous avions le FFS, le PRS, puis le CNDR, et puis des partis qui sont éclatés, des leaders qui ne se sont jamais mis d'accord sur un programme commun, sur une vision commune de ce que pourrait être l'Algérie, travailler ensemble, etc. Le peu de fois où cela a été fait, à la fois dans les années 60 et 70 et dans les années 80, et j'en étais un des acteurs, mais cela a échoué. Cela a échoué parce que les idéologies qui sont les nôtres, et nous devons avoir des idéologies les uns et les autres, parce que nous devons donner une vision de ce que nous voulons de l'Algérie, de notre pays. Ben, on fait éclater les coalitions, on fait éclater les unions que nous voulions faire, que nous voulions construire. C'est ça aussi le problème. Oui. Et je crois qu'il y a beaucoup qui attendent aussi du pouvoir qui les siffle pour venir. Et on l'a vu, beaucoup de ceux qui étaient dans l'opposition, je ne vais pas donner des noms. Vous parlez des élites supposées? Je parle des élites. De l'opposition supposée? Oui. Restez avec nous, Brahim Younsi. Amira Bouraoui, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la question démission collective ou résistance passive? Je n'ai pas l'impression non plus que ce soit une démission, parce que la résistance, elle est là. On la voit tous les jours, même si elle n'est pas transmise à travers le média algérien qui, en majorité, malheureusement, a été acheté. Je disais que, bon, ces journaux ANEP qu'on tient à travers la publicité, est-ce que c'est vraiment du média? Donc on ne la voit pas toujours, cette résistance-là, mais sur le terrain, elle y est. Les gens manifestent, on voit, elle se fait violenter aussi. Les syndicats ont été ramassés par la police. On voit la résistance des résidents en médecine contre l'injustice, etc. Maintenant, bon, le problème de l'élite, c'est vrai, le problème se pose. Mais pourquoi elle est aujourd'hui frileuse?
cette élite. Est-ce qu'elle est inexistante? Je ne le pense pas, je pense qu'elle est là. Mais là, il faut remonter à l'histoire de l'Algérie indépendante et peut-être un peu plus tôt. Ces gens-là ont été souvent assassinés, exilés, poussés à l'exil. L'élite qui a elle-même pensé l'indépendance de l'Algérie a été rapidement en post-indépendance, taxé à chaque fois. On a voulu lui mettre ou le français, ou le berbériste, ou le ceci, ou etc. Donc aujourd'hui, déjà l'Algérien, il est en quête de lui-même, il veut savoir qui il est, et puis on le fait rentrer, c'est vrai, souvent dans des querelles intestines de sommes-nous tous musulmans, pas musulmans, sommes-nous berbères, ne le sommes-nous pas, etc. La Constitution elle-même, elle est pleine de contradictions. Qu'est-ce que c'est un Algérien? Au lieu de se limiter à être un citoyen algérien de nationalité algérienne, donc on est à chaque fois en quête de nous-mêmes, souvent en train de nous bouffer aussi entre Algériens pour plein de raisons. Et puis quand vous parlez, vous, de coup de force de 91, pour moi, le coup de force, il remonte à avant 91 et tout de suite en post-indépendance, parce que le FLN a été tout de suite instrumentalisé. Pourquoi Boudiaf, membre fondateur du FLN, a créé le premier parti d'opposition algérien tout de suite après, même avant même le FFS, parce que le FLN devait rentrer dans l'histoire en 62. On a instrumentalisé l'histoire de l'Algérie, on a utilisé ce sigle-là qu'on utilise encore aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est encore l'ère du parti unique, consolidé par les alliés du parti unique, par le RND, par le petit dernier qui vient de naître, et nous sommes le pouvoir, et nous sommes les seuls légitimes à gérer ce pays. Oui, mais Amira Boraoui, le boycott, cette tendance à vouloir isoler le pouvoir par l'absence de participation à la vie politique, par le boycott, mis à part, comment expliquez-vous cette absence de réactivité, de solidarité, d'indignation? Je vais vous donner un exemple. Il y a 2 jours, je crois, le neveu du commandant Asdin a été, les uns disent, assassiné par le DRS. Et on parle DRS, hein, alors qu'il a été dissous. Les autres parlent de suicide. Il serait suicidé avec son arme. Une arme pour laquelle il n'aurait pas eu de port d'armes, une arme qui ne lui a pas été confisquée lors de son arrestation. Mais l'un dans l'autre, c'est que c'est passé comme une lettre à la poste. Il n'y a eu quasiment pas eu de réaction de la part de la société civile, de la part des partis politiques, des journalistes, des politiciens et même de la rue. Rien. Il y a eu quand même le journal El Watan et Liberté qui en ont parlé. Oui, comme ça. Oui, et c'est vrai que le fait qu'un citoyen trouve la mort en détention, c'est quelque chose de choquant. Derrière, apparemment, il y a une histoire scabreuse de mafia politico-financière. Qu'on n'a peut-être pas envie, peut-être que le scandale, on veut éviter de le jeter médiatiquement, mais nous, on essaye de comprendre, on pose la question, et quand vous me dites aucune réaction, c'est vrai que quand on leur dit c'est choquant, ou quand on dit que c'est choquant qu'un citoyen trouve la mort en détention et qu'on n'arrive pas à avoir d'informations, souvent la réponse c'est Boudiaf faut que en direct, live à la télé et il s'est rien passé, etc. C'est vrai que notre peuple, nous en tant que citoyens, dans notre histoire, on a vécu énormément de violence et de traumatisme et il y a un syndrome post-traumatique. Il est là, il est clairement présent. Dès qu'on parle de quelque chose qui est un non-sens, un citoyen meurt en détention, on veut savoir est-ce qu'il s'est vraiment suicidé, pourquoi il a été ramassé, interpellé, pourquoi il n'était pas face à la justice, pourquoi il s'est retrouvé entre les mains de la sécurité, qu'ils l'ont récupéré à 8 heures du soir, etc. Donc c'est des choses inacceptables. Et si on commence à accepter ce genre de choses, ça va aller crescendo et qu'on va revenir dans la situation qu'on a vécue auparavant et où il y a eu le silence. Aujourd'hui, heureusement,
on a les réseaux sociaux qu'on n'avait pas avant pour dénoncer tout ce qui a pu se passer. Et donc, à chaque fois, vous avez la réponse, oui, mais قتلونا en 2001, قتلونا en 88, قتلوا الرئيس وما قلنا والو, donc, il y a un certain fatalisme chez certains. Il est clairement présent. Mais le rôle, effectivement, du média, c'est d'interpeller. Restez avec nous. Pouvoir. Restez avec nous, Amira. Pardon de vous avoir interrompu. Abdelwahab Zaatari. Amira Bouraoui nous a rappelé un fait majeur. Un président de la République pourtant estimé par grande partie de la population algérienne à l'époque, assassiné en direct à la télévision, il ne se passe rien, aucune réaction, aucune... Comment expliquez-vous cette absence de réactivité, de solidarité des Algériens dans ce qui les concerne? Et est-ce que cette... j'allais dire, dynamique du boycott va à elle seule suffire à chasser ce régime? Non, certainement pas. Ce n'est pas suffisant, mais c'est la réaction possible actuellement. C'est la meilleure possible. La vérité est que si nous nous comportons comme ça, c'est parce que nous avons sur le dos un système véritablement féroce. Sa stratégie permanente, c'est de neutraliser toute forme de réaction qui n'est pas à son avantage. Ça, c'est élémentaire pour lui. Donc, tout est fait pour que nous ayons peur dans notre travail, dans notre vie quotidienne, dans nos promotions, dans tout ce que nous souhaitons avoir. Tout est contrôlé par le système politique. Si vous réagissez contre lui, à la limite, par l'idée, s'il comprend que vous ne l'aimez pas, que vous ne l'appréciez pas, il va commencer déjà à réagir pour vous isoler, vous neutraliser. Si vous êtes dans une entreprise, vous entrez dans un syndicat, vous êtes déjà classé comme ennemi à abattre, et que tout sera fait par les responsables et même vos collègues pour vous mettre à l'écart et vous faire fuir de cette entreprise. Et c'est vrai pour toute institution, même les institutions privées et personnelles, si vous dérangez un tant soit peu, on va vous suivre jusque-là, vous envoyer des contrôleurs et je ne sais pas, et vous faire fermer boutique. Donc, c'est la férocité de ce système et elle n'a pas commencé hier. Donc, nous sommes tout à fait conditionnés par cette peur et ça ressemble à de la lâcheté. Mais nous sommes des êtres vivants, nous ne sommes pas des géants, nous sommes des êtres vivants, nous avons besoin de logement, nous avons besoin de vivre, de travailler, d'avoir un peu de paix. Et si vous êtes menacé dans tout ça, dès que vous réagissez un peu, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez naturellement peur et c'est ce qui explique ce démembrement de la société. Et les seuls qui maintenant osent parler même dans des organisations, ils le font à l'avantage du système pour pouvoir avoir quelques petits droits, le droit au logement, le droit au travail, le droit pour avoir une promotion. Tout ça est conditionné. Tout citoyen algérien est actuellement otage de son environnement immédiat, allant jusqu'à la hiérarchie supérieure. Mais comment expliquez-vous, Abdelwahab Zaatari, comment expliquez-vous cette totale absence de solidarité avec les autres, qui n'est pas sans rappeler de l'indifférence, tout simplement, de l'indifférence pour tout le reste du monde? Haddi Babdari, comme on dit chez nous, ma responsabilité et mon engagement s'arrêtent au pas de ma porte. Haddi Babdari. Donc, par exemple, des chômeurs font grève, ils sont seuls. Les gens de Ain Salah contre le gaz de schiste, ils ont appelé la nation à les soutenir, ils ont manifesté seuls. Et d'autres, ici et là, en Kabylie, à l'ouest, dans les Aurès. Et à chaque fois, Tarterassi, qu'ils se débrouillent. Ça, ce n'est pas... On n'a pas mis le pistolet sur la tempe de tout un chacun pour le contraindre à ne pas être solidaire. Et pourtant, il y a une totale absence de solidarité, de réactivité. La question est pour moi, Jamel? Oui, oui. Oui, c'est cela que j'essaie d'expliquer. C'est que si je suis demain solidaire avec vous, je vais payer le prix, et le prix très très cher. C'est des jusqu'au-boutistes. Ils vont réellement vous écraser, ils vont réellement m'écraser. Ils ne plaisantent pas avec ça.
D'ailleurs, ils nous ont donné des cas d'école, hein, comme monsieur qui a, je le rappelle encore une fois, qui a dénoncé, par exemple, les faux moujahid. Mellouk Ben Youssef. Look, par exemple, regardez où ils l'ont mis. Donc, c'est des cas d'école. Si quelqu'un dans une entreprise dit je critique un peu le fonctionnement, on va déjà commencer à l'isoler et lui enlever les promotions. S'il s'absente, on va le suivre. J'ai vu des ingénieurs qui étaient contrôlés à la minute près pour entrer dans leur poste de travail. À la minute près. Des ingénieurs grande école qui ont fait Supélec et tout. Dans d'autres pays, c'est eux qui dirigeraient. Ici, par des petits bureaucrates, ils sont partis. C'est des vengeances terribles que les gens vivent en Algérie quand ils osent, honnêtement, quand ils sont d'abord honnêtes, parce que si vous êtes malhonnête, pas de problème, on peut tout vous excuser. Mais si vous êtes honnête, si vous êtes constant dans vos raisonnements, je vous jure que vous payez le prix très très cher. Et ça se fera dans l'isolement. Et si quelqu'un sympathise avec vous, il paiera encore un prix beaucoup plus cher que le vôtre. C'est de cette manière qu'ils ont démembré la société et ils continuent à le faire jour pour jour, minute après minute. C'est leur stratégie de départ depuis l'indépendance. Dès que l'indépendance est venue, ils se sont accaparés le pays comme des conquistadors. Donc ils voulaient prendre le pays pour eux-mêmes, en profiter pour eux-mêmes et en faire la société devenue. Restez avec nous, Restez avec nous, pardon de vous avoir interrompu. Brahim Younsi, Abdelhab est en train de nous dire très justement que ce régime, finalement, il fonctionne très sommairement. D'un côté, il corrompt ceux qui sont ses relais, ses remparts. De l'autre côté, si vous bougez, il vous broie. On connaît beaucoup de cas comme ça, hein, de gens qui sont opposés à lui, qu'il a broyé, dont il a dévasté la vie. Mais maintenant, avec cette perte énorme de moitié de la rente avec laquelle il se permet tout ça, est-ce qu'il va encore avoir les moyens de ses politiques et de ses subversions? Il les aura. Il les aura indéniablement. Il va maintenir un minimum d'équilibre entre les clans qui pèsent. Mais si vous me permettez, parce que cette affaire est symptomatique et révélatrice de quelque chose. Oui. C'est l'enlèvement et l'assassinat, d'après le commandant Azdin et sa fille, oui, de l'époux et du gendre. Oui. Et la fille du commandant Azdin accuse clairement, publiquement, le DRS. Le DRS. Elle ne dit pas le DSS, la DSS. Elle dit le DRS. Oui, elle accuse le DRS. Oui. Elle accuse le DRS et elle dit que son époux avait été gardé dans le centre Antar de Ben Aknon. Or, cette affaire rappelle des milliers d'affaires. Des milliers d'affaires de ce gendre, cet époux, et ce gendre du commandant Azdin qui s'appelle Hamza, j'ai oublié son nom, Hadjouti. Oui. Les affaires Hamza Hadjouti. Il y en a des milliers. Des milliers qui sont passés par le centre Antar. Qui n'ont pas eu la chance d'être les neveux de commandant Azdin. Donc passés à la trappe dans l'anonymat le plus complet. Ont été périmés, comme l'on dit, oui, dans ce centre-là. Oui. Ont été périmés et jetés dans les décharges publiques. Je rappelle que périmé fait partie du jargon du DRS. Périmé, ça veut dire exécuter sommairement. Et de quelqu'un qui est aujourd'hui... Exploité veut dire torturer. Et quelqu'un qui est aujourd'hui à la présidence de la République. Tartag. C'est le général Tartag. Oui. C'est lui qui était le patron de ce centre. Voilà un exemple. Pourquoi ça laisse indifférent? Voilà, ça ne laisse pas indifférent. Mais ça n'a pas fait des vagues à Alger, cette histoire. Non, il y en a d'autres. Alors qu'elle est énormissime. Non, il y en a d'autres. Imaginez, Brahim Younsi, quelqu'un qu'on enlève, qu'on garde dans un centre de rétention qui n'est même pas légal, pendant 2 jours, je crois, ou plusieurs heures du moins, puis dont on apprend qu'il est à l'hôpital. Vous savez, parce qu'on lui a tiré dans le ventre. Puis on nous dit qu'il s'est suicidé avec son arme, alors qu'il était en arrestation depuis des jours ou des heures. Et ça aurait dû
provoqué une clameur incroyable. Oui. Or, ce n'est pas le cas. Oui, oui, évidemment, évidemment. Mais je reviens aux élites et singulièrement aux intellectuels algériens. Il y a des avocats dans ce pays, en tout cas qui portent une robe d'avocat. Oui. Nous ne les avons pas entendus, ni sur cette affaire-là, Oui. ni sur d'autres. Il y a des intellectuels. Il y a des intellectuels qui sont prompts à accuser une certaine partie de l'Algérie. Les associations de droits de l'homme. Et pas seulement. Ouais. Et pas seulement. Et pas seulement. Une presse qui aurait dû en faire autrement ses choux gras. Nous ne voyons de pas cette façon. aujourd'hui cette mobilisation-là et cette mobilisation des intellectuels, de l'élite algérienne, tout corps confondu. On ne la voit pas réagir. On ne peut pas s'attendre. Mais justement, il faut pas c'est s'attendre. c'est le sujet de cette Oui, mais émission. justement. Mais on Pourquoi ne le voit pas. donc C'est cette élite qui ne bouge pas. C'est cette élite qui ne dénonce. C'est l'élite qui est démissionnaire. Oui, oui, indéniablement. Ou, oui. ou plutôt. L'élite démissionne. L'élite démissionne parce qu'elle ne dénonce pas les injustices qui frappent les plus petits, qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent même pas se payer un avocat, sachant pertinemment que la justice algérienne n'en est pas une. Et on l'a répété 1000 fois. Mais les élites doivent bouger. Par exemple, j'ai un cas qui se passe là aujourd'hui. Aujourd'hui, des enseignants à Mascara sont en train de bouger. Sont en train de bouger parce qu'un de leurs camarades, un enseignant de l'université de Mascara a été arrêté à la demande du recteur. Et ils sont en train de bouger. Mais ce n'est pas seulement corporatiste, mais ils bougent. Il faudra qu'il y ait des exemples multipliés comme cela pour que l'ensemble des élites de ce pays bougent quand on arrête leurs camarades, quand on tue leurs camarades, quand on tue leurs voisins, quand on tue les plus petits qu'eux. Et cela, cette élite-là n'a pas bougé, ne bouge pas toujours. Amira Bouraoui. Oui. Alors, où on apprend qu'au moment où la société, les populations, les électeurs entrent dans une dynamique de protestation très active, même si elle est passive, excusez un peu pour la contradiction. Mais dans le même temps, nous apprenons que les partis politiques, certaines intelligentsias, certains journalistes, certains patrons de presse ne sont pas seulement dans l'indifférence ou dans l'absence de réaction, mais même dans la collaboration avec ce régime. Il n'y a qu'à voir certains journaux, il n'y a pas besoin d'en citer, ou certaines chaînes de télévision. Alors, est-ce que vous êtes d'accord et comment faire pour contrecarrer ces forces relais? Moi, je vois davantage, je ne vois pas vraiment de collaboration de l'élite, si ce n'est par son silence. C'est-à-dire que, hormis quelques exceptions, peut-être Monsieur Boudjedra, ou vraiment des exceptions qui soutiennent ce système-là, les autres le soutiennent par un silence. Maintenant, si on se pose la question, pourquoi ce silence? Ce silence est bien entendu condamnable, mais il ne faut pas être sévère par rapport à cette élite-là, contre laquelle un régime, un système a mené une guerre en post-indépendance et qui dure jusqu'à aujourd'hui. Cette élite-là, on l'a marginalisée parce qu'elle a eu après 62 la faute d'être francophone. Donc rapidement, on l'a taxée, alors que c'est elle quand même qui était l'architecte de la révolution. Donc on l'a taxée d'être francophone, on a rapidement arabisé de manière stricte, et donc on l'a exclue par rapport au corps, du peuple algérien. Donc il n'avait plus accès à cette élite-là, et elle n'avait plus accès à lui. Pourquoi je réclame aujourd'hui que le journal, par exemple, El Watan, se mette à avoir une version arabophone? Aujourd'hui, nous sommes à 80% arabophones, c'est-à-dire qu'il ne reste qu'une minorité francophone. Et il faut avoir accès à cette partie du peuple, à cette partie majoritaire. Le journal El Khabar, qui jusqu'à récemment résistait un peu, a été acheté
par la publicité, par la net. Il s'est tué lui aussi. Il n'a pas parlé de l'affaire du gendre du commandant Hasdin. Il n'y a que le journal El Watan et que le journal Liberté qui en a parlé aujourd'hui. Ce n'est pas normal de se taire face à ça. Et puis il faut transmettre le message à notre peuple que l'armée, la police, la gendarmerie nous appartiennent à nous en tant que peuple. Vous ne pouvez pas utiliser ces instruments-là pour faire du mal au peuple, aux citoyens. On veut des comptes. Ces instruments-là sont payés par le contribuable ou par, on va dire, l'argent du pétrole qui appartient à tous, parce que bon, contribuable, de toute manière, on ne peut pas... Mais vous croyez vraiment ce que vous dites, Amira Bouraoui? Vous croyez vraiment ce que vous dites quand vous dites la police, l'armée, la gendarmerie appartiennent au peuple? Comment font-ils? Ils n'ont pas le droit de s'en servir. Mais vous savez que ce n'est pas le cas, que ces forces sont au service de ce régime. Vous le savez très bien. Mais quand on demande des comptes, nous, en tant que citoyens, on les demande en disant que ces appareils-là appartiennent au peuple. Ils ne peuvent pas appartenir en théorie seulement, Amira Bouraoui. Oui, en théorie. Oui, mais cette théorie-là, il faut qu'elle rentre dans nos têtes de citoyens, que ces instruments-là sont censés nous appartenir à nous et non pas à des clans de mafia. Et il se trouve qu'on parlait de l'élite tout à l'heure. J'ai dit il ne faut pas être sévère avec l'élite parce que l'élite, non seulement on lui a fait la guerre, et dans les années 90, elle a été aussi décapitée. Donc il y a une sorte de frilosité et de peur. Vous allez me dire qu'un intellectuel n'est pas censé avoir peur. Je suis tout à fait d'accord. Il est censé avoir le courage de ses opinions, mais comme le disait monsieur tout à l'heure, il y a une pression qui se fait sur chaque personne osant dénoncer. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Abdelouhab Zatri. Une question un peu délicate, même si elle peut sembler simpliste. Aujourd'hui, la tendance est au boycott. Un boycott massif, hein, très massif. Par exemple, aux dernières législatives, le vrai taux de participation était d'environ 10% seulement, pas de 30%. Or, dans le même temps, des partis politiques qui se disent progressistes, qui se disent de gauche, qui se disent islamistes, qui se disent d'opposition, vont à ces élections qui sont massivement boudées par la société. Et donc, est-ce que vous n'y voyez pas une contradiction, j'allais dire, magistrale? Oui, c'est évident. Ce groupe-là, on peut le subdiviser en deux parties. Il y a une première partie qui est nettement pro-système, et ils ont été construits et retournés par le DRS, justement, par Tsoufik, le fameux général Tsoufik. Donc, il a négocié avec eux. Il leur a dit, faites un peu de théâtre, mais au fond, vous êtes avec nous, vous aurez vos parts au Sénat, ici et là, comme député, et vous serez couvert, vous pouvez vous agiter. Ça, c'est une histoire. Les autres, qui ne sont pas tout à fait dans ce schéma, mais qui y vont quand même, ils y vont par la pression des adhérents qui sont avec eux. Parce que les citoyens qui ont adhérents avec eux n'adhèrent pas pour faire une lutte de changement du système. Ils veulent leur part du gâteau. Ils sont en train de pousser les leaders à participer pour quand ils occupent maintenant donc quand ils passent quelques éléments d'entre eux comme députés, maires, etc., ils vont pouvoir en bénéficier pour trouver un petit boulot pour son fils, pour avoir un lot de terrain, pour être dans une liste. Donc ce sont ces choses-là, et donc cela, c'est parce qu'ils veulent avoir une part du gâteau en s'alliant tout à fait au pouvoir ou en s'alliant tactiquement avec le pouvoir. La vraie opposition aujourd'hui, elle boycotte, elle ne participe pas. Ça, c'est évident. Comme les citoyens qui sont vraiment conscients de la gravité de l'état de l'Algérie et qui peuvent projeter que l'avenir sera destructeur pour l'Algérie s'ils ne font rien, ils ne participent pas, ils boycottent. Donc, mais le vrai problème comme le disait Madame Amira, c'est la peur. La peur, elle est devenue, elle est en nous maintenant.
Il y a des collègues, par exemple des universitaires, des collègues dans une université qui m'a, comme le disait M. Yossi, dans une université A, moi je suis dans une université, qu'est-ce que je vais faire? Si j'appelle 2 ou 3 copains et on va dire, allez, on va protester, tout de suite, les noms passent chez le recteur qui n'est qu'un agent du système qui est payé et qu'on autorise peut-être un peu à avoir des heures supplémentaires par-ci, à avoir des petites choses, je ne sais pas, à profiter de pas mal de choses. Et il est là pour vous bloquer, pour appeler des gens et vous neutraliser. Donc, il va tout faire pour casser ce début de protestation. Mais Abdelwahab Zaatari, vous pensez que c'est seulement cela, ce genre de représailles qu'on actionne contre les éventuels troubles faits, qui ait réussi cette énorme absence de l'université dans le débat public? Parce qu'aujourd'hui, l'université, ce n'est pas qu'elle est un peu absente, elle est totalement absente du débat public et de la scène publique et de la scène politique d'une manière générale. Oui, c'est vrai, elle est absente et on ne voit pas son rôle moteur dans la société, comme ça se fait dans les autres universités. D'ailleurs, il y a très peu de sociétés savantes, il y a très peu de clubs scientifiques ou sociologiques. C'est vrai, c'est une société morte. L'université, elle est morte et elle est dead and buried, elle est morte et enterrée. Morte et enterrée, dites-vous? Enterrée. Je vous jure, si... j'arrive parfois à donner un cours à des gens qui sont en 5e année qui ne savent pas lire. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, bon, l'université aussi, les universitaires, on peut les classer en 2 groupes aussi. Il y en a ceux qui ont des diplômes et qui ne représentent pas vraiment, qui sont incapables de faire une analyse et d'avoir encore moins d'avoir le courage d'avoir des idées et de les défendre. Il y a une partie qui a une bonne formation où ils sont vraiment sous stress. Donc, la situation est très difficile sur le terrain et le résultat est là. Nous laissons l'histoire nous pousser au lieu de la faire nous-mêmes. Restez avec nous, Abdelwahab Zaatari. Brahim Younsi, vous disiez tout à l'heure que le régime aura toujours les moyens de ses stratégies. Ça veut dire d'arroser les uns, de réprimer les autres. Il s'adapte toujours. D'accord. Mais maintenant, comment il va faire pour mettre fin à ce boycott qui va en s'étoffant, qui va en s'organisant, qui va en devenant de plus en plus important? À la fin, ça va se voir, quoi. Tout particulièrement du côté de ses copains, de ses potes, de ces puissances occidentales qui le protègent et qui ne vont plus accepter de le protéger à ces conditions-là. Comment il va faire, ce régime, pour faire face à cette menace? Vous croyez que, comme vous dites, ceux qui le soutiennent ou qui soutiennent le système de l'extérieur ne savent pas ce qui s'y passe? Je crois qu'ils le savent mieux que vous et mieux que moi. Il n'y a aucun doute. Peut-être me suis-je mal exprimé. Juste un mot. Ce que je voulais dire, c'est que ces puissances, tant qu'il n'y a pas de risque pour eux, qu'ils gèrent ce qu'ils veulent, mais maintenant qu'il n'y a plus la rente et que le principal risque serait un tsunami migratoire vers l'Europe, là, ils vont devoir rappeler à l'ordre ce monsieur ou ce régime qui ne maîtrise même pas ses électeurs. Je n'en suis pas sûr. Si le système les arrange, on le voit ce qui se passe en Égypte. On voit ce qui se passe en Égypte et ailleurs. Si ce n'est qu'une affaire de quelques milliards, ils lui donneront les quelques milliards dont il a besoin. L'essentiel, c'est qu'il continue de jouer le gendarme, d'empêcher la migration, d'empêcher que les gens viennent de ce côté. J'ai écouté Emmanuel Macron tout à l'heure à Ouagadougou. C'est ce qu'il a dit. Oui. C'est ce qu'il a dit à cette université de Je ne veux pas venir réparer votre électricité. C'est votre chef d'État de le faire. Voilà. Et le chef d'État a boudé, il est sorti, il a abandonné. Nous vous donnons certaines choses, mais ce n'est pas à moi de régler les problèmes de l'université, de telle ou telle filière, du génie civil ou de l'électricité ou du chauffage. Oui. Mais il leur donne les moyens. Si le système leur permet de maintenir un certain niveau de sécurité et un certain niveau d'arrivée de population migratoire sur leur territoire, il continuera à le soutenir.
quelle que soit la personne, grabataire ou pas, qui est au pouvoir. Mais aujourd'hui, me le paraît régime algérien représente une menace pour son propre peuple. Oui, mais il y a une vraie menace d'effondrement généralisé. Et vous croyez que ces puissances étrangères qui supportent et qui protègent ce régime vont aller jusqu'à cette extrémité? Ils continueront. Il y a des potentialités là-bas, du point de vue des richesses naturelles, etc. Et vous savez, je vais citer une phrase de Jean Monnet, qui s'applique aussi bien à l'Algérie qu'aux autres pays. Jean Monnet disait « Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ne voient la nécessité que dans la crise. » Et nous allons rester sur ce mot de la fin. J'aurais voulu dire sur la question de la violence et des élites, de l'absence des élites, ce n'est pas simplement l'absence, parce que ces élites-là ont été engagées dans les années 90. Et dans les années 90, ont été engagées, et on lisait leur production, entre guillemets, intellectuelle, pour traiter certains jeunes algériens de sous-hommes. Hein. Et hélas, on ne les entend pas beaucoup dénoncer les 200 à 250 000 morts que le système majoritairement a fait. Oui. Merci Brahim Younsi, merci Abdelwahab Zaatari, merci Amira Boraoui, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, slama.